Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Toujours très heureux de vous retrouver chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. Depuis son éclatement en 1991 et même avant, l'ancienne Union soviétique est le théâtre de nombreux conflits, souvent sanglants. Depuis 4 mois, une guerre épouvantable dévaste un pays d'Europe, l'Ukraine. Que les choses soient bien claires, il ne fait aucun doute dans mon esprit que dans toutes les guerres, l'agresseur a toujours tort. C'est la Russie de Vladimir Poutine qui s'est rendue coupable d'agression le 24 février dernier. Le chef de l'État russe peut toujours invoquer des dizaines de raisons pour justifier son assaut guerrier contre son voisin. Certaines de ces raisons sont complètement loufoques, comme le caractère nazi de l'Ukraine, par exemple. D'autres sont davantage recevables, comme l'avancée continuelle de l'OTAN à l'est de l'Europe et dans les territoires autrefois soviétiques, ou encore le non-respect par les autorités de Kiev des accords de Minsk concernant le statut d'autonomie qui aurait dû être octroyé au Donbass. Il n'en demeure pas moins que c'est la Russie qui, ayant déclenché cette guerre, est condamnable. Mais ce conflit, qui mobilise toute l'attention de la communauté internationale, est loin d'être le premier, et il ne sera sans doute pas, hélas, le dernier à ensanglanter une partie de l'ancienne Union soviétique. En septembre 2020, l'Azerbaïdjan a eu tort d'attaquer l'Artsakh et l'Arménie, de causer de terribles destructions et de plonger dans le malheur et le désespoir le peuple arménien de l'Artsakh, c'est-à-dire du Haut-Karabakh. Aucune raison, aucun prétendu tort passé ne saurait justifier l'horreur de cette guerre de 44 jours. Guerre qui n'est toujours pas terminée, puisque l'Azerbaïdjan continue à détenir un grand nombre de prisonniers de guerre arméniens et de leur infliger des sévices et des humiliations. Tout cela au mépris des conventions de Genève. L'Azerbaïdjan occupe des portions du territoire arménien même, tout en tirant sur tout ce qui bouge, sur la frontière ou sur la ligne de front, tuant et blessant des civils et des militaires arméniens presque quotidiennement. Enfin, aucun traité de paix n'a mis fin à ce conflit et aucun accord n'a été signé concernant le statut définitif de l'Artsakh. Les combats ont cessé le 6 novembre 2020 grâce à la médiation russe et, depuis, ce qui reste de l'Artsakh libre survit grâce à la présence de troupes russes séparant les belligérants. Dans cette guerre, la Russie s'est retrouvée du bon côté, même s'il serait toujours possible de critiquer une intervention trop tardive en vue d'imposer un cessez-le-feu. L'Union européenne, les États-Unis sont quant à eux du mauvais côté, puisque durant cette guerre, ils ont renvoyé les protagonistes dos à dos sans désigner clairement l'auteur de l'agression. Pire, ils n'ont jamais cessé d'acheter du gaz et du pétrole au pays agresseur, l'Azerbaïdjan, et ces achats sont en train d'augmenter considérablement, le gaz et le pétrole russe faisant à présent défaut. Je pourrais aussi citer les 2 et terribles guerres de Tchétchénie entre 1994 et 1996, puis entre 1999 et 2009, qui ont provoqué la destruction complète de sa capitale, Grozny, la dévastation de ce petit territoire grand comme 2 fois la Corse,
des dizaines de milliers de morts et de blessés, tant civils que militaires, et la radicalisation islamiste d'une partie de sa population, avec les conséquences que l'on connaît pour la Russie et pour le reste du monde. N'oublions pas que c'est un jeune réfugié tchétchène qui a assassiné, en France, le professeur Samuel Paty, dans les conditions que l'on sait. N'oublions pas non plus que de nombreux militants tchétchènes ont combattu en Syrie et continuent certainement à y combattre dans les rangs de l'État islamique. Ce petit territoire du Caucase, du Nord, à forte identité culturelle et religieuse, fait partie intégrante de la Fédération de Russie. Mais, profitant du délitement puis de l'éclatement de l'URSS, une partie non négligeable du peuple tchétchène a tenté d'arracher l'indépendance de sa patrie. C'était sans compter avec la détermination du nouvel homme fort de la Russie, qui est venu à bout des indépendantistes par le fer et par le feu, et j'ajouterai, et par le sang. La Deuxième Guerre s'est soldée par l'établissement en Tchétchénie d'une dictature islamique corrompue à la solde de Moscou. Les militaires tchétchènes jouent d'ailleurs un rôle important du côté russe dans les combats qui se déroulent depuis le 24 février en Ukraine. Toujours dans le Caucase, je pourrais encore évoquer la Géorgie et ses deux territoires sécessionnistes soutenus par Moscou, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Ces deux territoires ont une identité distincte de celle de la Géorgie proprement dite, mais les découpages soviétiques du Caucase en avaient fait des républiques autonomes au sein de la République socialiste soviétique de Géorgie. Comme l'Artsakh, comme la Tchétchénie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud ont profité de l'éclatement de l'Union soviétique pour faire sécession. La Géorgie, petit pays faible et instable, n'a pas eu les moyens d'imposer son autorité étatique aux deux républiques autonomes qui proclamèrent leur indépendance avec le soutien tacite de la Russie, qui a une frontière commune avec la Géorgie et ses territoires dissidents. En plus, l'Abkhazie prive la Géorgie d'une grande partie de sa façade maritime, tout en permettant à la Russie d'augmenter son contrôle des rives de la mer Noire. On sait qu'il s'agit là de l'un des enjeux de l'actuelle guerre en Ukraine. En 2008, le président géorgien Mikhaïl Saakachvili, trop confiant dans le soutien des États-Unis et de l'OTAN, organisation à laquelle il rêvait de faire adhérer son pays, tenta de reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud. Les forces russes franchirent aussitôt la frontière et attaqua l'armée géorgienne, dont elles vinrent à bout en à peine 2 semaines. La Géorgie, lâchée par l'Occident et humiliée, perdit encore un peu plus de son territoire, et l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud proclamèrent leur indépendance, qui fut aussitôt reconnue par Moscou et par quelques pays tels que le Nicaragua et le Venezuela. Il est un autre conflit larvé en ex-URSS dont on a un peu parlé depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Il s'agit du territoire de Transnistrie, censé faire partie intégrante de l'ancienne République socialiste soviétique de Moldavie, mais de facto indépendant depuis 1991 sous le nom officiel de République moldave du Dniestre. Le Dniestre, c'est le grand fleuve sur les bords duquel se trouve ce territoire. Il s'agit là de ce que j'appellerais un conflit à tiroirs. Le statu quo actuel résulte de la lutte pour le contrôle de la Moldavie, lutte qui s'est poursuivie plusieurs siècles durant, entre la Roumanie à l'ouest et la Russie tsariste puis l'URSS à l'est. La Moldavie ou Bessarabie n'a pas toujours eu des frontières clairement définies et elle n'a pas véritablement de légitimité historique en tant qu'État indépendant. La majorité de sa population est roumanophone et orthodoxe, comme les Roumains de Roumanie. Une partie de son territoire historique
se trouve d'ailleurs en Roumanie. C'est la Moldavie occidentale, qui est à peu près aussi vaste que la Moldavie actuelle. Une autre partie se trouve en Ukraine. Il s'agit de la région de Boudjak, qui prive la Moldavie d'un accès à la mer Noire. Quant au territoire de Transnistrie, c'est-à-dire la bande de terre située sur la rive orientale du Dniestre, ce sont les autorités soviétiques qui le rattachèrent à la République socialiste soviétique de Moldavie, après avoir annexé ce pays à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une longue bande de terre, large de quelques kilomètres seulement, coincée entre le fleuve Dniestre et le territoire ukrainien, totalisant un peu plus de 4000 km² seulement. 80% des industries de Moldavie, pays largement agricole, se trouvent en Transnistrie. Ce sont ces industries qui ont attiré en Transnistrie, après la guerre, une main-d'œuvre ouvrière venue de toute l'URSS, mais principalement de l'Ukraine voisine et de la Russie. C'est pourquoi la majorité de la population de Transnistrie est aujourd'hui majoritairement russophone et qu'elle a refusé de s'intégrer à une Moldavie indépendante, majoritairement roumanophone. D'autant que les Moldaves et les Roumains ont longtemps envisagé une réunification de la Roumanie historique. C'est ce contexte qui explique que le statu quo a perduré depuis la fin de l'URSS. Une Moldavie indépendante, mais privée de la rive gauche du Dniestre, devenue de facto indépendante. Pour ne pas compromettre la réintégration de la Transnistrie, et surtout pour ne pas effaroucher Moscou, la fusion de la Roumanie et de la Moldavie ne s'est pas faite. Et la Moldavie est restée en dehors de l'Union européenne, alors que la Roumanie y a fait son entrée en 2007. Située entre les deux zones d'influence occidentale et russe, la Moldavie est le pays le plus pauvre d'Europe. Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Moldavie se trouve aussi dans la zone de tous les dangers. La Russie s'étant toujours opposée à l'entrée de ce pays à l'Union européenne et pire à l'OTAN, comme elle s'était opposée à cette entrée en ce qui concerne l'Ukraine. Rappelons que depuis la fin de l'URSS, des troupes russes sont restées stationnées en Transnistrie. Ces troupes pourraient bien tenter de prendre l'Ukraine à revers si la Russie essayait d'avancer vers la grande ville portuaire d'Odessa, qui ne se trouve qu'à 105 km de Tiraspol, la capitale de la Transnistrie. Certains pensent même qu'elle pourrait aussi être utilisée ultérieurement pour une opération de prise de contrôle de la Moldavie par la Russie, similaire à celle qui est en cours en Ukraine. Si Moscou n'a jamais officiellement reconnu l'indépendance de la Transnistrie, un changement d'approche de la part de la Russie n'est pas à exclure, au gré de circonstances nouvelles, tant au niveau régional qu'international. D'autant qu'en décembre 2011, le président de la Transnistrie, Evgeny Shevchuk, avait déclaré qu'il cherchera, je cite, la reconnaissance internationale de l'indépendance de la République moldave du Dniestre, mais en 2014, il semblait avoir changé d'avis, déclarant vouloir désormais rattacher la République moldave du Dniestre à la Fédération de Russie. Une évolution qui rappelle un peu le scénario des pseudo-républiques du Donbass qui, malgré leurs indépendances de facto, pourraient bien être rapidement annexées purement et simplement par la Fédération de Russie. On le comprend, une étincelle pourrait rallumer ce conflit figé depuis près de 3 décennies de Moldavie-Transnistrie. Crimée, Donbass, Artsakh, Tchétchénie, Transnistrie, voici donc quelques-uns des conflits qui affectent la vie de millions d'anciens citoyens soviétiques et qui perturbent la stabilité du monde depuis 1991. Mais ce ne sont là que quelques exemples, il en existe d'autres. En Asie centrale, plusieurs anciennes républiques socialistes soviétiques ont connu de sérieux troubles, comme par exemple le Kyrgyzstan ou
plus récemment, le Kazakhstan. Dans ce dernier pays, en janvier dernier, l'armée russe est même intervenue pour établir l'ordre, juste avant d'envahir l'Ukraine. Le pire s'est produit au Tadjikistan, où une guerre civile a opposé différentes factions peu après l'indépendance et a duré plusieurs années. N'oublions pas que ce pays est frontalier de l'Afghanistan. Enfin, la répression chinoise contre les Ouïghours au Xinjiang ne peut qu'avoir des conséquences sur cette région instable, en particulier sur des pays qui, comme le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, ont une frontière commune avec cette province chinoise et où ont afflué des réfugiés ouïghours. D'ailleurs, cette frontière avec la Chine est contestée de part et d'autre, comme elle l'était déjà à l'époque soviétique. Enfin, les frontières entre ces républiques d'Asie centrale ex-soviétiques ont été dessinées du temps de l'URSS et leurs tracés sont sujets à de multiples contestations et sont parfois devenus des différends frontaliers graves. Dans la vallée de Fergana, au pied des montagnes du Pamir, Kyrgyzstan et Tadjikistan se disputent des territoires et l'accès à l'eau à partir de cartes dessinées sous Staline. Le comble de l'absurdité de ces frontières héritées de l'URSS, ce sont ces multiples enclaves situées sur le territoire du pays voisin. Ainsi, en Ouzbékistan, il existe 4 enclaves relevant de la souveraineté du Kyrgyzstan. On compte 3 enclaves au Tadjikistan, 2 appartenant au Kyrgyzstan et 1 à l'Ouzbékistan. J'ai déjà évoqué le cas de l'Artsakh, transformé en enclave au milieu de l'Azerbaïdjan par la grâce de Staline, mais je pourrais aussi mentionner, dans ce même Caucase, le cas du Nakhitchevan, territoire autrefois arménien, mais rattaché par ce même Staline à l'Azerbaïdjan, alors même qu'il n'y a pas de continuité territoriale entre ces deux entités, séparées par le sud de l'Arménie. Dans les années 50, c'est Nikita Khrouchtchev qui prit une décision lourde de conséquences, celle de rattacher la péninsule de Crimée à l'Ukraine, alors qu'elle faisait partie jusque-là de la Russie. C'est cette décision que Poutine finit par annuler en 2014 en réannexant la Crimée. Toutes ces absurdités frontalières créées par les bolcheviks afin de diviser pour régner n'auraient pas eu de conséquences graves si l'URSS ne s'était pas disloquée. Mais avec l'indépendance de ces 21 républiques qui constituaient l'URSS, en 1991, ces frontières internes sont devenues des frontières internationales reconnues par l'ONU. On l'aura compris, c'est l'absurdité de ces frontières tracées artificiellement qui est la cause des conflits qui ensanglantent des pays de l'ex-Union soviétique. C'est elle qui est à l'origine de la guerre en cours en Ukraine, ou celle qui oppose l'Azerbaïdjan à l'Artsakh et à l'Arménie. Cependant, tout conflit a une solution. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devrait toujours prévaloir. Ce droit, s'il était appliqué, permettrait au peuple de l'Artsakh de vivre libre et en paix sur sa terre ancestrale, ou peut-être de choisir de rattacher son territoire à celui de l'Arménie. Ce même droit devrait être appliqué en Crimée et au Donbass. Dans le cas de l'Ukraine, pour régler ce conflit absurde, la meilleure solution pourrait résider dans une indépendance de la Crimée, qui deviendrait ainsi un pays neutre en relation tant avec la Russie qu'avec l'Ukraine. Quant au Donbass, il pourrait bénéficier d'un statut d'autonomie interne au sein de l'Ukraine, si du moins sa population en décidait ainsi. Plus largement, je pense qu'il est grand temps d'organiser une conférence internationale dans le but de réexaminer toutes les frontières héritées de l'URSS et de tenter de proposer les rectifications qui s'imposent afin de prévenir l'aggravation des conflits en cours
ou l'émergence de futurs conflits. Mais la Russie accepterait-elle de jouer le jeu en cherchant une solution pacifique avec les États devenus indépendants en 1991? Et surtout, les États-Unis et l'OTAN s'abstiendraient-ils de jeter de l'huile sur le feu afin d'affaiblir la Russie comme ils l'ont fait depuis 1991? En tout état de cause, quelques compromis territoriaux valent toujours mieux qu'une guerre aux conséquences dévastatrices et imprévisibles comme celle qui est en train de se dérouler sous nos yeux en Ukraine. C'est sur ces considérations que je vous souhaite une bonne fin de semaine et que je vous dis à la semaine prochaine.